de quelqu'un, nous enregistrons la présentation car plusieurs partenaires nous ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas être là ce matin, mais souhaitaient évidemment bénéficier d'un retour et des informations qui vont être échangées avec vous ce matin. Donc, sauf s'il y a une main levée, sauf s'il y a une main levée, et sinon, on lance l'enregistrement. Alors, l'objectif de notre webinaire, c'est d'évoquer un peu le contexte et la logique de mise en œuvre de l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé il y a quelques semaines. Juste, si vous pouviez tous fermer vos micros, s'il vous plaît, parce que ça fait des... Par téléphone. D'accord. Alors, non. Là, ouais. Ouais. Comment je vais le faire de manière arbitraire? Si tu trouves... En fait, il faut absolument noter l'établissement et le service adresseur avec les dates et n'oubliez pas de noter l'adresse je sais pas qui c'est. J'ai trouvé. Ah, d'accord. Oui. Ok, on va pouvoir y aller. Donc, l'idée, présenter le contexte, les modalités, la question des outils et ce que l'on attend de cet AMI que nous avons lancé il y a quelques semaines. Et donc, si vous êtes là parmi nous, c'est que vous avez identifié et que vous, voilà, peut-être êtes en train de proposer un projet. Donc, eh ben, on va rentrer dans le premier point du contexte. Alors, peut-être un premier élément qui est un contexte national, et je vais laisser Jacques-Henri Véron à la fois se présenter et puis nous présenter un peu le cadre national dans lequel s'inscrit notre AMI sur notre région. Merci Cédric, bonjour à tous. Donc, je suis Jacques-Henri Véron, je suis le responsable d'une structure qui s'appelle Présage dont je vais parler un peu plus en deuxième partie puisqu'on a développé un dispositif médical qui s'appelle Présage Care dont je vais faire la présentation. Quelques éléments sur la dimension nationale pour le contexte. Donc l'objectif dans lequel on s'inscrit, c'est un objectif autour d'un accompagnement renforcé concernant des personnes âgées qui vont avoir 75 ans et plus et qui vont être en risque de perte d'autonomie. Les grands éléments que vous avez sous les yeux mettent en avant d'une part une dynamique autour des populations dites en zone blanche, dont on va parler dans un instant, et les grands indicateurs d'activité hospitalière pour les personnes âgées, indicateurs qui sont importants, on va le voir dans un deuxième temps. Donc, au niveau national, vous le savez, vous avez une situation concernant les zones blanches qui a beaucoup évolué depuis les 10 dernières années, puisqu'en 2015, on avait à peu près 10% de la population française et qu'aujourd'hui, 7 ans après, plus précisément, selon l'adresse, on est à 25% de la population française. Par ailleurs, une dynamique en face de nous qui va rendre la situation encore plus tendue, puisque c'est la diapositive suivante. Vous avez entre 2015 et 2030 un doublement du nombre de personnes de 75 ans et plus, dont on sait qu'ils sont consommateurs de soins et pour lequel vous avez donc une courbe de démographie qui est importante, c'est bien documenté, tout le monde, je pense, est
bien au fait, et en face de cela, un accès à la médecine de ville, à la médecine primaire, qui donc est en difficulté avec, selon donc, le CNOM, une situation avec un glissement du nombre de médecins généralistes. A priori jusqu'en 2025. Après, il y a un changement euh, de, de, de la courbe, mais on est quand même quasiment à 20% de moins que 2015. Alors pourquoi c'est un sujet important pour nous? Eh bien parce qu'on le sait, ça va engendrer des hospitalisations, dont on a aujourd'hui à peu près un peu plus de 2 millions d'hospitalisations tous les ans selon la TIH. Et selon la HAS, ces hospitalisations vont être générateurs de perte d'autonomie. Et on est un certain nombre aujourd'hui à essayer de travailler pour favoriser au maximum le maintien à domicile des personnes et notamment permettre d'éviter une dégradation trop forte qui engendre un abandon du domicile. Alors la HAS a bien documenté ces éléments-là, donc c'est ce qu'on appelle la dépendance iatrogène liée à l'hospitalisation. Pour lequel on estime aujourd'hui que la moitié de la dépendance en France est liée à un passage hospitalier. L'adresse a sorti récemment un document concernant les hospitalisations vite évitables, en s'appuyant sur l'indicateur de la TIH et de la DGOS, des hospitalisations potentiellement évitables, et a estimé que on était actuellement à près de 2 milliards d'euros de dépenses. Et quand on regarde les courbes, on peut estimer qu'on arrivera à peu près à 4 milliards d'ici 2030. Donc c'est un sujet de santé publique majeur, tant pour la situation financière que pour le bon maintien des personnes dans leur domicile choisi, mais dont on sait qu'aujourd'hui, plus de 90% des plus de 75 ans désirent rester à leur domicile. Enfin, rapport IGAS récent qui met en avant que 20% des personnes âgées hospitalisées ne vont pas retourner à leur domicile. Si vous prenez les indicateurs du tableau de bord du médico-social de l'ANAP, vous voyez que l'admission principale des établissements ou aux établissements pour personnes âgées dépendantes, eh bien, se fait en sortie d'hospitalisation. Donc moi, je reviendrai ensuite sur ces différents éléments après une présentation contextualisée sur la région Bourgogne-Franche-Comté que Cédric va faire. Oui, alors on a le pendant à la fois les données France et les données BFC. Alors on sait qu'on a une région qui se caractérise par, on va dire, un vieillissement de la population un petit peu supérieur aux valeurs moyennes françaises, une ruralité qui est très prononcée, puisqu'on est une des régions où le pourcentage de communes rurales et le pourcentage de la population aux communes rurales est le plus élevé, donc avec une région qui est peu dense en population, mais avec des grandes distances, ce qui ne favorise pas, on va dire, les visites à domicile des médecins traitants, qui plus est, indépendamment de la question de densité, on va dire que les modifications dans les tarifs de la sécurité sociale ont fait que ces visites ont quasiment disparu, ou en tout cas sont devenues très peu fréquentes. Et puis, un contexte où aussi on sait qu'on a une densité médicale qui est, alors pour ce qui est des médecins traitants, elle n'est pas très loin de la moyenne française, mais pour le recours aux spécialistes en particulier, elle est plus faible. Donc un contexte où on va dire qu'on majore un peu les éléments France entière. Très clairement, l'objectif de ce projet, et ça a été évoqué là par Jean-Jacques Véron, alors c'est de s'inscrire dans un projet national qui va être présenté. Donc de contribuer, on va dire ça comme ça, à une étude de très grande ampleur, avec un objectif chez nous qui est bien évidemment de voir comment l'usage d'outils et de nouvelles organisations permet de réduire
fortement les hospitalisations non prévues, non programmées de ces patients en perte d'autonomie. C'est vraiment ça la cible, et comment à la fois les outils et les process peuvent conduire à cette réduction. Évidemment, personne de 75 ans et plus, qu'elle soit en perte d'autonomie ou pas, peut tout à fait nécessiter une hospitalisation, mais il y a une très grosse différence dans les conséquences entre une hospitalisation, et vous le savez, non programmée, qu'elle passe par les urgences ou pas d'ailleurs, hein, majoritairement elle passe encore par les urgences, et une hospitalisation programmée. Donc l'idée, c'est de voir comment on peut anticiper ces hospitalisations si c'est nécessaire, voire ne pas en avoir par, comme l'a dit Jean-Jacques Véron, par finalement la médecine de ville qui reprend sa mission sur cette population. Peut-être, oui, ça c'est des chiffres, on vous enverra le support, hein, bien évidemment. Alors, concernant le dispositif, donc, avant de rentrer dans le dispositif, juste une petite introduction, Annabelle. Donc, en fait, on a travaillé à partir de 2016 sur une réflexion organisationnelle pour pouvoir anticiper les événements de santé. Vous le savez, les activités classiques de renforcement des réponses en gériatrie, notamment les réponses hospitalières, mais également extra-hospitalières avec les équipes mobiles gériatriques, ce renforcement se fait principalement autour de ce qu'on appelle la circulaire de la filière gériatrique, qui date un petit peu, mais pour lequel sont listés l'ensemble des outils à déployer, que ce soit en intra-hospitalier ou en extra-hospitalier. L'approche ici, c'est une approche d'anticipation et donc qui va se baser principalement sur ce qui se passe en ville. L'idée a été de pouvoir valoriser la relation qui existe vis-à-vis de ces personnes qui vont être des personnes en risque, et qui vont bénéficier d'aidants, qui vont venir soit en tant qu'aidants professionnels pouvoir pallier à des actes de la vie quotidienne, aide aux courses, aide au ménage ou aide au repas, soit des aidants familiaux qui vont avoir régulièrement une relation avec la personne aidée. Cette relation, elle est extrêmement intéressante parce que elle est relativement continue, c'est-à-dire que semaine après semaine, on peut noter des changements dans le comportement de la personne. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait extrêmement intéressant de pouvoir valoriser ces observations qui sont faites donc par ces aidants, qui ne sont pas des professionnels de santé. Hein, donc il ne s'agit pas de pouvoir prendre des constantes régulièrement, il s'agit de remarquer s'il y a eu eh bien, une perte d'appétit, des fatigues qui se sont déclenchées ou bien des douleurs, et que on puisse analyser l'évolution de ces signaux faibles au fur et à mesure des semaines. Et donc, à partir de 2016, on a lancé la première étude clinique pour pouvoir comparer l'évolution de ces signaux faibles avec des risques d'hospitalisation non programmés. On ne l'a pas mis ici, mais on pourra le mettre dans les références qui vous seront envoyées, évidemment. On a publié en 2019 les résultats de cette première étude clinique, qui sont extrêmement intéressants, qui est une étude clinique multicentrique réalisée sur 300 personnes, où il y a eu 10 000 interventions à domicile qui ont été monitorées par ce biais-là. Et on a montré à l'époque qu'à peu près la moitié des hospitalisations non programmées, des passages aux urgences, il était possible de les prédire avec 1 à 2 semaines d'avance. Donc, vous voyez qu'une observation simple concernant l'état de la vie de tous les jours, hein, sur ces signaux faibles, peut permettre d'anticiper un événement de santé majeur. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé ensuite Présage, qui est devenu dispositif médical en 2020. Et donc, maintenant, Annabelle, on peut rentrer sur cette première diapositive. Alors, ce qu'on a voulu dans un premier temps, c'est pouvoir recueillir l'observation du proche de manière extrêmement simple.
Donc, il s'agissait de développer une application mobile, hein, donc c'est sous forme d'une app téléchargeable sur les stores, extrêmement simple d'utilisation. En gros, c'est basé sur un questionnaire. Vous allez voir la diapositive d'après, vous avez une petite capture d'écran. C'est basé sur un questionnaire de 25 questions à laquelle la personne va répondre par oui ou par non. Donc le proche ou l'aidant professionnel va pouvoir recueillir ces observations. Est-ce que la personne vous reconnaît? Est-ce qu'elle se déplace dans son domicile? Est-ce qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle a des douleurs? Vraiment des questions extrêmement simples. Le proche va être formé avant l'utilisation de cette application. Soit c'est un aidant professionnel, donc une aide de vie, une auxiliaire de vie, éventuellement une aide-soignante, qu'on va venir former sur site. C'est une formation courte qui dure 1 heure et on va former un ensemble de personnes. Et à l'issue de cette formation, elle sera apte à utiliser l'application. L'application, elle est extrêmement simple. Donc en fait, l'aptitude, elle n'est pas liée sur est-ce qu'on sait cliquer sur oui ou sur non en fonction d'une question. Elle est plutôt sur comprendre en quoi l'aidant professionnel ou familial va pouvoir être contributeur dans le parcours de santé de la personne. Et en quoi l'utilisation de ce dispositif, qui est un dispositif médical, donc qui va transformer l'information d'observation en information de qualité médicale, c'est ce qu'on va montrer juste après, eh bien en quoi ça va permettre d'agir précocement. Et donc l'idée de présage qui est derrière, c'est très simple, c'est que ces signaux faibles vont pouvoir être analysés et vont pouvoir donner derrière une information qualifiée, qui vont permettre de réduire le temps de réaction en fonction de la situation réelle de la personne. Donc première partie du dispositif, une application très simple, et deuxième partie du dispositif, eh bien, une application web qui va permettre à un acteur de coordination, une infirmière de coordination, de pouvoir analyser les résultats des différents algorithmes. La personne est-elle en risque d'hospitalisation dans les 2 prochaines semaines? Si oui, quelles sont les raisons pour lesquelles il y a ce risque-là? Et donc, on va fournir 15 risques gériatriques, le risque de chute, de dénutrition, de troubles du sommeil, troubles respiratoires, etc. On va vraiment réaliser un 360 autour de la personne, ce qui va permettre de donner à l'infirmière de coordination l'ensemble des éléments qui vont permettre de dire « Ok, là, il y a vraiment une discussion, il y a vraiment un point de difficulté et il faut mettre en place une intervention. » Cette intervention, elle va être réalisée par l'infirmière sous forme d'une investigation téléphonique dans un premier temps, pour pouvoir affiner la caractérisation, et ensuite, si c'est nécessaire, une orientation. Donc il y a 3 possibilités, soit la situation est sous contrainte, la situation est, elle est protocolisée, excusez-moi, elle est protocolisée et il n'y a pas d'action supplémentaire à réaliser, soit il faut mettre en place des actions de prévention autour d'actions, autour par exemple d'ateliers ou de renforcement de bonnes pratiques qui doivent être déployées au domicile en environnement proche de la personne, ou enfin il y a une consultation médicale qui doit être organisée. Ça peut être une consultation médicale ou une téléconsultation assistée. Voilà, c'est un dispositif médical numérique depuis le mois de juin de l'année dernière qui répond à l'ensemble des exigences de sécurité et d'interopérabilité. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Donc une fois, donc c'est la diapositive suivante, une fois que l'aidant est formé, il va pouvoir utiliser le dispositif. Il y a un système d'identité-vigilance qui est déployé au domicile de la personne, qui va permettre très rapidement de pouvoir faire le suivi. Et ce suivi, il va être réalisé sur la valorisation des observations qui ont été faites par le proche. Le renseignement de l'application, la transmission des informations, tout cela est fait en moins de 2 minutes. Alors, au début, on avait fait une première investigation clinique, donc il y a les résultats ici, hein, donc ça a été fait sur les 10 000 premières observations. Maintenant, on est à plus de 100 000 interventions à domicile qui ont été réalisées, et le temps moyen est vraiment garanti. Hein. On suit de manière en temps réel, et les porteurs de projets ont accès à un tableau de bord qui permet d'avoir un certain nombre d'informations clés, dont celle-là, donc on est absolument sûr du temps moyen. Le temps moyen, hein, c'est y compris quand il y a un échange qui va durer 5 à 8 minutes où on prend le café avec la dame. Hein, on prend vraiment l'ensemble du temps moyen et donc on arrive aujourd'hui à peu près 2 minutes ou 2 minutes et 10 secondes. Donc c'est vraiment garanti ce 2 minutes. Ensuite, deuxième étape, les algorithmes. C'est la diapositive suivante, eh bien, vont analyser. Ce sont des algorithmes qui ont été basés sur des périodes, des cohortes longues, hein, donc on a 2 ans d'observation sur plusieurs milliers de personnes, qui vont permettre ensuite d'analyser l'évolution de l'état de la personne, sur ses risques de douleur, sur ses risques de chute, de troubles du sommeil, enfin, l'ensemble des 15 risques gériatriques qu'on va suivre, et qui vont permettre d'apporter une information qualifiée au niveau de l'acteur de coordination. On va dire, attention, il y a un risque d'hospitalisation dans les 2 prochaines semaines.
Et on a 80% des hospitalisations qui vont être prédites par ce biais-là. Et si c'est le cas, on va donner un ensemble d'informations complémentaires à l'acteur de coordination. Donc ça, c'est la diapositive suivante où vous avez même un petit reportage qui a été fait, vous avez la référence du reportage qui a été fait sur un acteur de coordination qui va pouvoir ensuite mettre en place des actions de santé en lien avec la médecine de ville et en lien avec les autres acteurs du domicile, les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers libéraux. On a également la possibilité, si c'est le souhait de la personne, de pouvoir poursuivre ce lien-là avec un plan de recommandation qui va être directement partagé à l'infirmière de coordination, naturellement, mais également avec la famille, et donc c'est la diapositive suivante, via une application mobile. La famille va pouvoir recevoir les informations qui sont traitées, qui sont analysées par l'ensemble des acteurs de domicile, puisque la famille, on le sait, la distance moyenne entre un aidant et un aidé, c'est 35 km selon l'adresse, donc elle n'est pas au chevet du patient de manière systématique, et donc elle peut avoir un intérêt à recevoir les informations concernant la dégradation de l'état de santé, le traitement des alertes et les différents conseils en prévention qui vont être proposés. Tous ces conseils, ils ont été écrits selon les recommandations des sociétés savantes, dans un langage très simple par des médecins, et ils sont diffusés pour pouvoir renforcer les actions de prévention vis-à-vis de la personne aidée. Alors, ce sont quelques caractéristiques du dispositif. Donc, aujourd'hui, le dispositif est basé sur l'observation du proche. Ça veut dire que toutes les personnes éligibles, 75 ans et plus, porteurs d'une maladie chronique ou plus, et qui doivent bénéficier d'une aide de vie régulière, toutes ces personnes-là vont pouvoir être éligibles sur la prise en charge. Les différentes fonctionnalités, je vous les ai rappelées ici, je les ai déjà présentées. Et puis, le système d'alimentation, c'est un système d'alimentation basé sur l'observation du proche et donc sur l'aidant familial ou professionnel. On reviendra sur la partie financement, évidemment, dans un deuxième temps. Lorsqu'on déploie un dispositif présage, ce n'est pas qu'une application qui va être déployée, évidemment, c'est un accompagnement par rapport au parcours de prévention qu'on va renforcer par rapport à vos différents patients. Et donc pour cela, il y a une phase de cadrage, de formation, d'accompagnement qui va durer 3 mois et pour lequel on a un rôle particulier. On va permettre de former les différentes parties prenantes. J'ai déjà parlé des formations vis-à-vis des aidants professionnels, mais il y a aussi les formations vis-à-vis des acteurs de coordination qui sont dans les différents territoires et donc on fait ces formations. On a également un corpus de documentation qui vont pouvoir être partagés avec l'ensemble des acteurs de territoire, donc des fiches d'information, des formulaires de consentement, des foires aux questions, bref, l'ensemble des éléments qui vont permettre de faciliter la compréhension du dispositif. Ensuite, il y a la réalisation du paramétrage. Bien sûr, c'est un système numérique qui est conforme aux enjeux de sécurité et d'interopérabilité. Et donc, il y a des comptes qui doivent être ouverts. Un professionnel de santé, par exemple, il va pouvoir être enrôlé de manière extrêmement simple grâce à son RPPS et au consentement de la personne. En quelques secondes, on va pouvoir enrôler un professionnel de santé, mais tout ça doit se faire conformément à des conditions d'usage du dispositif. Enfin, il y a des chartes de bonnes pratiques qui permettent de favoriser les comportements vertueux concernant l'utilisation du dispositif, mais de manière plus générale sur la gestion du parcours de prévention de la personne, des modalités d'information aux acteurs, l'ensemble des professionnels de santé, médecins traitants évidemment, infirmiers, mais également masseurs kinés et pharmaciens, et puis la filière gériatrique qui va jouer un rôle important dans le cadre de la prise en charge. Il y a aussi la question du traitement lorsque le médecin traitant n'est soit pas disponible, soit en vacances ou absent. Comment la gestion de l'alerte va pouvoir ensuite aller jusqu'au bon professionnel de santé. On l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir une téléconsultation assistée. En premier lieu, on va toujours favoriser la réponse par le médecin traitant du patient, systématiquement. C'est d'ailleurs une condition d'éligibilité des patients dans le projet. Mais ça peut être aussi la CPTS qui organise, avec la permanence des soins ambulatoires, la réponse, ou bien l'accès avec le service d'accès aux soins. Bref, dans les territoires, les réponses sont différentes et on travaille ces éléments-là via des protocoles pour s'assurer de la bonne prise en charge ensuite lorsqu'il y aura une alerte et qu'il faudra réagir rapidement. L'objectif, c'est qu'après une alerte, lorsque c'est nécessaire, et ça va dépendre évidemment de l'appréciation de l'infirmière de coordination, lorsque c'est nécessaire, donc entre une alerte et une consultation médicale, on soit à moins de 4 jours.
Et enfin, donc, les différentes formations, y compris aux aidants familiaux, si c'est nécessaire. On a une plateforme de formation qui permet aujourd'hui eh bien, de mieux associer les familles dans le parcours de la personne. Les familles, on ne va pas les mettre en première ligne, évidemment. Hein. Ce n'est pas elles qui vont être les premiers acteurs. Notre objectif, c'est de les soulager, c'est d'éviter au maximum le burn-out de l'aidant et c'est de soulager les familles avec les organisations qu'on met en place dans les différents territoires. Voilà, ça c'est pour l'accompagnement initial. Et puis ensuite, eh bien, sur la diapositive suivante, c'est finalement sur la vie du projet. Alors, sur la vie du projet, on poursuit ces accompagnements avec des sessions d'appui qui ont lieu tous les 2 mois, avec des sessions particulières de suivi de projet, d'appui à l'évaluation et à la valorisation. Et puis là, je vous ai mis deux clichés pour vous montrer que vous rentrez quand il y a un territoire Présage, et aujourd'hui un peu plus de 32 territoires, dans lequel on a déployé Présage. Ça représente un peu plus de 4500 bénéficiaires à domicile, hein, de patients qui sont suivis, un peu plus de 2500 professionnels de santé qui sont dans les différents projets Présage. Et bien, lorsque vous rentrez dans un projet Présage, eh bien, vous participez au niveau du territoire, mais aussi au niveau national. On essaie de favoriser au maximum les échanges entre les différentes parties prenantes. Et puis, on a fait ce qu'on a appelé les différents trophées. Donc sur la photo de gauche, c'est un award de bronze qui a été remis il y a quelques semaines sur les activités en 2023 à une structure qui s'appelle l'ADMR au niveau départemental. L'ADMR dans le département de la Mayenne est investi sur un projet Présage. Et donc, ils ont collectivement réalisé entre 2 et 5 000 suivis, interventions à domicile qui ont été suivies par Présage, qui ont pu donner lieu derrière à des actions de prévention, à des améliorations de la fluidification du parcours patient, etc. Et donc, voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment un projet d'équipe. Et donc là, on a les différentes aides à domicile qui étaient impliquées dans le projet. Et puis, sur la photo de droite, eh bien, c'est l'équipe de coordination dans lequel on va retrouver les infirmiers de coordination, qui a eu à gérer les différentes alertes, etc. Et donc, il y a aussi un trophée particulier lorsque on a finalement un suivi régulier en termes de nombre d'alertes traitées le jour de l'émission de l'alerte, et puis globalement le volume d'alerte qui va être traité. Vous voyez que un projet Présage, finalement, c'est un accompagnement d'une démarche que vous avez dans le territoire. Vous avez un projet de santé qui identifie bien les difficultés, les problématiques qu'on a évoquées en première partie, et pour lequel vous désirez un outil concret, simple à déployer, qui va pouvoir accompagner vos différentes démarches. Voilà. Alors là, c'est une petite diapositive de synthèse de ce que j'ai dit. Je vais aller assez vite. On a tous les 6 mois, on fait une évaluation de la qualité de vie vue et perçue par le bénéficiaire. Et lorsqu'ils sont en capacité de répondre, évidemment, c'est que 80% des bénéficiaires, mais ces 80% de bénéficiaires, ils peuvent s'exprimer. Eh bien, dans 87%, ils expriment qu'il y a une amélioration de la qualité de vie dans la mise en place de Présage, et pour 83%, une amélioration de la sécurité. Les autres bénéfices pour la famille, ça rassure, voilà, ça je pense que vous avez bien compris. Ensuite, pour les équipes de soins primaires, ça va permettre vraiment de renforcer la dynamique autour de la dynamique de prévention autour de la prise en charge de la personne. Ça va permettre d'améliorer l'adressage en pouvant proposer une prise en charge dans les délais dont on a parlé tout à l'heure, qui peut être soit une consultation, soit une téléconsultation assistée. Et puis, on va sécuriser finalement le lien avec les autres acteurs, notamment hospitaliers. Là, je pense notamment au retour après hospitalisation, puisque l'idée, c'est que, évidemment, lorsque il y a quelqu'un qui va bénéficier de Présage et dont il y a une hospitalisation qui est nécessaire, eh bien, on va pouvoir ensuite sécuriser le retour à domicile. Pour les acteurs du domicile, ça soulage. Ça soulage parce que ça permet de libérer l'esprit. À partir du moment où l'aide de vie va avoir recueilli ses observations, elle sait que ça va être traité par un professionnel de santé, qui va être en capacité derrière à revenir vers les différentes personnes. Alors, je vois une question qui vient d'apparaître. La réponse est oui, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis on y répondra derrière. Mais en effet, on a un système d'identité-vigilance qui permet pour une même application de pouvoir gérer autant de bénéficiaires que de bénéficiaires autorisés dans le territoire. Voilà, donc ça va libérer du temps également pour les responsables de secteur, puisque ça va être les acteurs de coordination qui vont pouvoir gérer les problématiques compliquées. Et puis pour la filière gériatrique, c'est renforcer les acteurs avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les acteurs de ville,
et les acteurs du domicile. C'est développer les admissions directes, on en a parlé un petit peu lors de l'introduction, et puis c'est sécuriser le retour à domicile. Alors on a une publication qui est en cours de revue en ce moment, qui montre que c'est une publication comparative, qui montre qu'entre donc deux sites, on a une amélioration de la durée moyenne de séjour grâce pour les bénéficiaires les patients qui bénéficient de présage. C'est une publication qui n'est pas encore validée par le comité de lecture de la revue, mais qui est en cours. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur la présentation. Donc, dernier point avant de rentrer sur la présentation de l'AMI, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je vais pouvoir les regarder. Et puis, à la fin de la présentation d'Annabelle, eh bien, je pourrai y répondre à vos souhaits. Merci. Alors, on peut peut-être prendre s'il y a une question en direct live immédiatement, bien évidemment, mais voilà, Jean-François, ouais. il y en a une première. Allez, Jean-François, on t'écoute. Ouais, mais merci, bonjour et merci pour cette présentation très très claire, intéressante pour nous. Alors moi je parle au nom des dispositifs d'appui à la coordination, donc plutôt versant coordination, mais je suis médecin dans un de ces dispositifs régionaux. Et j'ai une question assez simple qui va carillonner aux oreilles de Cédric Duboudin, c'est qu'on avait une expérience en Bourgogne-Franche-Comté au cours du Covid, d'une application qui évaluait l'état clinique du patient en sortie d'hospice pour évaluer s'il fallait le réhospitaliser ou le réexaminer. Et puis, une des limites de cette application, c'était le côté un peu répétitif du questionnaire. Vous savez, finalement, jeudi, je réponds au même questionnaire que mardi, que mercredi, et la semaine suivante, pareil, et finalement, je réponds plus, c'est-à-dire je clique et terminé. Est-ce que vous avez géré ça ou vous êtes confronté à ça? Et deuxième chose, je pose mes 3 questions. La deuxième question, c'est qu'on est en train de réfléchir avec quelques autres LARS aussi sur l'organisation, y compris en régulation, de certains appels de patients qui sont sur des parcours complexes. Et je me disais que peut-être savoir que ce patient était bénéficié de présage pourrait, pour un médecin régulateur, être intéressant comme information. Donc, est-ce que vous l'avez fait sur d'autres territoires pour lesquels vous travaillez? Et puis enfin, j'ai perdu la 3e question, donc elle me reviendra tout à l'heure. Alors, merci. Je vais commencer à répondre aux deux premières. Alors, sur le côté répétitif, c'est un point, évidemment, sur lequel on était un petit peu mal à l'aise en 2018, 2020, vous voyez, parce qu'on s'était dit, oui, peut-être que ça ne va pas plaire de toujours renseigner la même question. Alors, la grosse différence avec le point que vous avez noté, c'est que ce n'est pas la personne elle-même qui répond à son questionnaire. On s'adresse à des patients qui vont avoir 83 ans d'âge moyen, pour lequel il y a 80% d'électronisme. Donc, on n'est pas du tout parti sur un autosuivi. Et en plus, ça pose plein de problèmes méthodologiques sur qu'est-ce que je déclare, qu'est-ce que je mets pas, etc. Voilà, vous savez ça très bien. Donc, ça, c'est quand même une différence fondamentale. Mais on s'était quand même posé la question pour les aidants qui passent régulièrement, soit familiaux, soit les aidants professionnels, c'est-à-dire les aides de vie, les auxiliaires de vie. Est-ce que ce ne serait pas un problème de toujours poser les mêmes questions pour tous les patients? Et en fait, non. Mais ça, on a pu y répondre qu'à partir de 2021, 2022, quand on a vraiment eu beaucoup de volume, une grande diversité d'utilisateurs, plusieurs milliers d'utilisateurs différents. En fait, ça les rassure et elles sont très contentes. Alors, on s'adresse à des personnes qui ont le bac. On ne parle pas de professionnels de santé, on ne parle pas de médecins, on ne parle pas d'infirmières, on parle de personnes qui ont le bac et pour lesquelles elles sont en difficulté aujourd'hui face à leur situation de leurs patients. Elles voient bien que la personne ne va pas comme d'habitude, mais elles ne savent pas forcément l'exprimer. Le fait de donner un questionnaire qui va définir très précisément l'état et va permettre d'objectiver, c'est vraiment une source de confort pour elles. Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je vous l'ai dit, il y a d'abord une séance de formation qui dure 1 heure. L'idée, c'est de démystifier et de leur montrer que c'est facile. Donc, à l'issue de la formation, on fait systématiquement une évaluation et on leur pose quelques questions. Et dans cette question, il y a « Est-ce que vous vous sentez capable de faire présage de manière autonome ?» Donc, vraiment, ça, c'est vraiment important. Et quand c'est non,
eh bien, on peut redéclencher d'autres cellules de formation où on voit avec les responsables de secteur pour les accompagner particulièrement. Et ensuite, il faut 4 semaines d'utilisation. Et après les 4 semaines d'utilisation, là, on est vraiment aux 2 minutes. Et toutes les investigations qu'on fait aujourd'hui, où on leur demande évidemment leurs avis, etc., elles disent, ah non, non, moi, quand je fais mon intervention, maintenant, j'ai mon présage qui s'allume automatiquement. Et à la fin de mon heure d'intervention, ma demi-heure d'intervention, je vais recueillir mes observations. Et en fait, j'ai une sorte de systématique dans mon observation à 360. Et ça, elles sont très, très contentes. Mais vous avez raison, c'était une question qu'on avait. Maintenant, c'est derrière nous. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'il n'y a plus du tout aucun problème. Mais la grosse différence, c'est que ce n'est pas la personne elle-même qui répond toujours la même chose, ça va bien. Et par exemple, dans les questions de validation de la formation qu'on fait avec les aides de vie, on leur pose la question, mais bon, maintenant que vous avez tout compris, vous avez utilisé Présage, etc. À la fin, on fait des petites questions de validation, etc. Il y en a une qui est je renseigne Présage que quand ça ne va pas. On leur dit qu'est-ce qu'il faut faire là, à votre avis? On fait des petits pièges comme ça. Et à la fin de la session de formation, elle dit bah non, je renseigne Présage tout le temps parce que comme ça permet de savoir quand ça ne va pas et on peut comparer vraiment sur des cohortes longitudinales longues. Donc voilà. On a été confronté à cette question et en fait, on n'a pas ce problème-là. Voilà. Le problème qu'on a en revanche, c'est l'adhésion initiale. Donc, si on dit rien et on dit allez-y, il y a une super application qui est facile, ça c'est sûr que ça ne marche pas. Mais il faut les accompagner et là, on a besoin parfois des responsables de secteur pour s'assurer que c'est bien fait, etc. Donc ça, c'est une difficulté qu'on a. Sur la deuxième question, l'articulation avec le service d'accès aux soins, c'est des éléments sur lesquels on a actuellement, on a discuté avec certains sites. Je pense notamment avec un site qui est le CHU d'Henri Mondor, pour lequel il y avait cette idée qu'on avait essayé de travailler, etc. Alors vous savez que la structuration des SAS, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Ce n'est pas du tout homogène d'un territoire à l'autre, etc. Il y a des territoires où ils sont très en avance, d'autres ça commence, quoi, pour faire simple. Mais je pense comme vous, que c'est une très bonne idée de pouvoir avoir une sorte de tag ou bien d'un accès. Alors aujourd'hui, il y a l'accès brise-glace qui existe pour les régulateurs. Donc on pourrait imaginer que le SAS ait accès au moins à l'outil qui peut lui permettre derrière de savoir si la personne n'est pas suivie par présage et si c'est le cas, qu'il puisse retrouver l'état de la personne il y a 1 semaine, 3 semaines, etc. pour essayer de bien comprendre ce qui s'est passé. Très bien. Ma dernière question m'est revenue, du coup, comme d'habitude. C'était comment vous gérez l'astreinte de la réponse et de la veille à présage. Et puis, je me disais aussi que vous avez dû y penser avant nous. Est-ce que finalement, puisque j'imagine que c'est un outil d'IA, ce que vous proposez, et que finalement, cette IA, elle pourrait presque être utilisée aussi pour saisir dans présage au cours de l'entretien avec le patient. Et pourquoi ce n'est pas l'IA qui saisit tout seul dans présage à moyen terme plutôt que de cliquer nos petites coches? Alors c'est une bonne question. Il y a 2 niveaux. C'est-à-dire que quand on dit IA aujourd'hui, on pense principalement IA générative, c'est-à-dire la capacité qu'on a à comprendre la discussion, l'écriture, etc. Donc on pourrait imaginer que l'intervenant à domicile discute avec la personne et qu'on enregistre ça et qu'on traduit cela en un questionnaire présage. Alors ça peut être tout à fait possible, vous avez tout à fait raison. Il y a 2 petites contraintes. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait cette discussion. Alors qu'aujourd'hui, Présage se base principalement sur l'observation. Il y a une question, par exemple, est-ce que la personne est agressive? Vous ne posez pas la question, voilà. Mais vous pouvez remarquer si elle l'est avec vous à ce moment-là, et donc vous répondez. Donc, vous voyez, c'est des petites questions méthodologiques. Et puis après, ça nécessiterait évidemment une étude clinique de validation, mais ça c'est tout à fait possible. Voilà. Et alors après, excusez-moi, du coup, là, c'est moi qui ai oublié la première partie de votre question. La veille, qui répond aux alertes présage? Oui, alors, la nuit, le jour, le week-end. Oui, c'est ça. Bon, c'est du 5-7, il n'y a pas besoin. On est en prévention sur un événement de santé majeur dans les 7 à 14 jours, donc ça veut dire qu'on a le temps de répondre. Donc c'est du lundi au vendredi aux heures ouvrées classiques. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En parallèle, je suis en train de lire les questions du chat. Je peux peut-être... alors bon, sur l'AMI, elle est ouverte qu'à cette région, mais ça c'est... voilà, donc ça c'est vraiment une AMI de la région Bourgogne-Franche-Comté. L'accord du médecin traitant est-il nécessaire? Alors nous, on favorise absolument ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait une information systématique dans le protocole. Il y a une information systématique à destination du médecin traitant qui l'informe que son patient bénéficie du système de surveillance, de télésurveillance médicale Présage Care.
Dans ce courrier, il y a l'ensemble des informations nécessaires qui permettent au médecin traitant de pouvoir comprendre ce qu'est Présage Care, etc. Alors, sur le document HAS Présage Care, il est noté une télésurveillance pour 65 ans. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc ça, c'était une coquille dans notre dossier qui date de 18 mois maintenant. On avait mis 65 ans et plus parce que 15% des bénéficiaires de Présage ont moins de 75 ans. Et on trouvait que c'était dommage de ne pas pouvoir leur faire bénéficier de présage s'ils avaient 74 ou 73 ans. C'est pour ça qu'on a descendu à 65 ans. Bon, aujourd'hui, dans l'indication médicale, c'est 75 ans et plus, porteur d'une maladie chronique ou plus et bénéficiant d'une aide de vie. Et dans les contre-indications, c'est 65 ans et moins et GIR 1. Voilà, pour clarifier. Est-ce que j'ai raté une question? Oui, peut-on déployer les dispositifs dans les EHPAD par la même utilisation et les mêmes bénéfices? Je ne vois pas la question, mais la réponse théoriquement oui, pratiquement non. Après, je peux nuancer si vous voulez, je peux passer quelques minutes. Si vous êtes sur une utilisation au sein d'un EHPAD, c'est tout à fait possible d'utiliser Présage. Il n'y a aucun problème, une aide-soignante peut utiliser Présage, l'infirmière de coordination va recevoir les alertes prédictives et vous pouvez faire le lien avec le médecin coordinateur ou l'ensemble des médecins traitants. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Pourquoi j'ai répondu non quand même? Parce que les enjeux peuvent être différents aujourd'hui dans certains établissements. Et notamment, pour pouvoir déployer Présage, il vous faut un alignement. Il faut que vous ayez une aide-soignante qu'on va pouvoir former, qui va rester, une infirmière de coordination qui va être destinataire de cet outil, un médecin co et un directeur qui est convaincu par le dispositif. Donc ça vous fait un alignement de quatre natures de professionnels. Et notre expérience, parce qu'on a fait un certain nombre de tests, des EHPAD qui voulaient qu'on le déploie et des filières gériatriques qui nous demandaient de le déployer dans les EHPAD. Donc on a appris un petit peu de ça. Et notre expérience, c'est que dans les 12 mois de projet, on a toujours une défaillance d'au moins un des quatre, en tout cas dans les différentes expériences qu'on a eues. Et du coup, ça rend difficile la pérennité. Donc voilà. Cédric, vous vouliez intervenir sur ce point peut-être? C'est le défi qu'on doit relever, c'est ça? Tu nous lances un défi. OK. Alors, juste peut-être, j'ai vu qu'il y avait une question encore dans le chat sur la consultation. Sur la télésanté, c'est ça qui a posé la question? Jean-François, je crois, non? Oui, c'était juste pour savoir si en cas de recours à la téléconsultation, comme vous l'avez exposé, on peut passer par cette téléconsultation était menée par une plateforme ou alors par le médecin traitant s'il en est d'accord et s'il est disponible, ou un médecin avec lequel le médecin traitant travaille, c'est-à-dire un médecin d'un CRT, d'un DAC ou que sais-je encore, un autre médecin. C'est exactement ça l'idée. Alors, ouais, je vais très clairement favorisera une téléconsultation avec le médecin traitant. Ça amène à la question de la téléconsulte avec assistance, dont peut-être c'est l'occasion de retravailler la copie. Comme pour certains, vous le savez, on lance le projet Unité mobile de téléconsultation, en tout cas sur 2 territoires de la région, Nord-Franche-Comté et le Morvan, fait qu'il associe une équipe mobile qui, à la demande du médecin traitant, va pouvoir se déplacer pour réaliser cette téléconsulte assistée. On se dit que le déploiement de la logique présage peut aussi nous amener à travailler ces logiques de téléconsulte avec assistance dans ce cadre-là. Bon, après, téléconsulte avec le médecin du DAC, c'est moins la logique pour plein de raisons. Mais en tout cas, l'idée, c'est bien que ce soit une consultation avec le médecin traitant du patient en priorité numéro 1. Je voudrais juste revenir sur, avant qu'on rentre un peu plus précisément sur le cadre qu'on a mis, et en reformulant, qu'on soit bien au clair. Donc, on a un outil avec un
un questionnaire qui est administré au sens, voilà, aux patients de manière de manière très régulière et systématique, et pas que quand ça va mal ou que quand ça va bien. C'est justement l'idée, c'est que c'est bien l'analyse de ce questionnaire dans le temps qui permet de repérer par des signaux faibles quelque chose qui va, on va dire, éclore malheureusement, enfin se produire quelques semaines après, et donc d'anticiper. Ce questionnaire, il peut être administré par un professionnel qui n'est pas forcément un professionnel de santé, mais plutôt les aidants professionnels, les personnes qui passent au quotidien pour voilà, différentes prises en charge. Donc, on voit bien que ça nécessite de travailler avec les structures qui sont dans cette aide à domicile pour justement qu'il en ait cette première logique, l'effecteur auprès du patient sur le terrain. Il y a une deuxième étape, en tout cas une deuxième mission qui est la supervision des alertes, c'est-à-dire surveiller ce qui se passe en fonction de tous ces remontées pour plusieurs patients. Donc là, ça peut faire appel à différents types de structures, CRT ou DAC, ou enfin voilà, par exemple. On a une mission aussi de comment on revient vers le médecin traitant ou vers le cercle de soins, comment il y a de la coordination autour de ça aussi, mais il y a c'est pas le tout d'avoir une alerte, mais il faut bien qu'il y ait une reprise de contact avec le médecin traitant ou l'infirmière, ou enfin en tout cas voilà, qu'on enclenche quelque chose. Et évidemment, si on va jusqu'au bout du bout, est-ce que le médecin traitant peut passer? Est-ce qu'il ne peut pas passer? Voilà, comment on actionne? Mais ce sera dans un autre cadre, une logique de téléconsulte en tant que de besoin. Donc, on voit bien qu'on a au moins 3 grandes missions. Une mission autour de l'effection auprès du patient, une mission autour de la supervision des alertes et une mission sur la reprise de contact avec, attention au micro, reprise de contact avec en premier lieu le médecin traitant et puis voir au-delà en tant que de besoin. Donc, ce n'est pas forcément une entité toute seule qui est attendue, mais bien, on va dire, un consortium, au sens, voilà, en tout cas plusieurs entités qui vont travailler ensemble dans ce process pour pouvoir le mettre en œuvre de manière efficace. Donc, c'est vraiment des projets, l'outil existe, tout ce qui est la machinerie numérique, c'est géré, pas de sujet. La formation à cet outil, etc., sera dans la boucle. Ce que l'on attend, évidemment, c'est des projets avec des organisations qui vont devoir travailler ensemble quels sont les humains, évidemment, qu'il y aura derrière. On a ouvert, nous, à la question des EHPAD. Donc, il y a un petit challenge à relever, d'après ce qu'on comprend, puisque pour l'instant, France entière, il n'y a pas eu de preuve de réussite. On n'est pas du tout fermé à un projet EHPAD. Voilà. Bien évidemment, des projets CRT. Moi, j'insiste sur un aspect, c'est que voilà, je pense qu'il y a ces 3 grandes missions. Ça peut vouloir dire plusieurs structures et en particulier aussi les dispositifs d'appui à la coordination, parce qu'on voit bien que ce sont des personnes qui souvent seront coordonnées par le DAC, peut-être pas toutes, mais en tout cas nombre d'entre elles. Et si elles ne le sont pas, peut-être ça nécessiterait qu'elles le soient. Parce qu'on est vraiment
sur des niveaux de dépendance qui sont, enfin de perte d'autonomie qui sont assez importants. Et il y a cette articulation, évidemment, avec le cercle de soins qui doit pouvoir se faire et de manière réactive et fluide. Voilà. Peut-être, sauf s'il y a des questions, peut-être que Annabelle, tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail. D'accord, d'accord. Je vais vous présenter rapidement, mais s'il y a des questions, bien sûr, on répondra sur l'AMI, mais c'est vraiment la traduction du cahier des charges que vous avez à disposition du site internet de l'ARS. Du coup, l'idée, c'est vraiment, avec ces dispositifs médicaux, vous l'avez compris, conclusion, c'est favoriser les maintiens à domicile et éviter les hospitalisations non programmées, pas toutes les hospitalisations, et qui va nous permettre aussi d'agir en amont des 7 à 14 jours des événements de santé majeurs. Et l'expérimentation s'est fait par un suivi continu, comme on s'est dit ça tout à l'heure, avec une dimension prédictive couplée à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui crée des alertes qui sont validées et gérées par une idée coordinatrice de projet qui peut, d'une part, enclencher une intervention de l'infirmière libérale à domicile, ou bien, si nécessaire, une consultation chez les médecins, comme on vient d'expliquer. Tous les droits d'usage de l'application Pressage vont être gérés par les grades des Bourgogne-Franche-Comté avec une mise à disposition de la plateforme régionale. Ça, c'était juste pour information. Et juste pour vous rappeler les enjeux de ces dispositifs, c'est vraiment une démarche de santé publique pour essayer d'améliorer la qualité de vie des personnes vivant à domicile, diminuer les passages aux urgences des hospitalisations non programmées et des admissions en EHPAD, améliorer les maintiens à domicile, fiabiliser la communication entre professionnels autour de la personne âgée et gagner du temps dans les diagnostics et améliorer la précision du diagnostic. C'est une aide à la précision des diagnostics. Et, les projets, si vous décidez de vous engager, on vous engagera en 4 phases. La première phase des 3 mois qui est le lancement et la mise en place du projet. La deuxième phase qui va durer 18 mois, que c'est vraiment la mise en œuvre de nouveaux modèles organisationnels et l'utilisation de dispositifs médicaux. Et 3 mois d'évaluation. Et après, si ça marche très bien, on essaiera de les généraliser potentiellement. L'objet de l'AMI en Bourgogne-Franche-Comté, c'est d'identifier au minimum 12 structures à 4 expérimentatrices, c'est-à-dire que les panels des publics ciblés doivent aller de 200 à 800 personnes. L'opérateur qui dépose un projet doit s'engager sur la période des 200 pour que les résultats puissent être évalués en totalité. Et doit constituer une cohorte des files actives et une cohorte population témoin pour qu'on puisse faire la comparaison des résultats. Qui peut déposer un dossier? Du coup, Cédric Duboudin vous a tout à l'heure expliqué. Nous souhaiterons que les dispositifs soient portés principalement par les équipes des soins primaires ou les établissements des services médico-sociaux dont les challenges est lancé par Cédric, les équipes mobiles de gériatrie, les dispositifs d'appel à la coordination, notamment les DAC, les CRT, les centres de ressources territoriaux, et pourquoi pas les établissements hospitaliers porteurs d'un service de gériatrie et des filières gériatriques. Les plus importants, et je me permets de rappeler, c'est ce que Cédric vous a dit tout à l'heure, on cherche vraiment une articulation des différents acteurs. Du coup, au moment du dépôt des dossiers, il est très important qu'on ait identifié les acteurs avec des missions complémentaires qui vont nous permettre de mettre en route tout ce parcours des préventions et des prises en charge. Les publics éligibles, du coup, ce sont les personnes âgées de 75 et plus vivant à domicile ou substitut du domicile, c'est-à-dire très probablement l'EHPAD. Les publics non éligibles sont les personnes de moins de 75 ans avec un GIR de 1 à 2 et bien sûr les personnes âgées confinées au lit et les patients sans médecin traitant parce que comme M. Véran vous a expliqué, il nous faut absolument l'accord du médecin traitant.
Les critères d'évaluation des projets, vous les savez, je vous laisse lister là. Juste une petite précision, les territoires, c'est ce qu'on appelle département, c'est qu'on souhaiterait un porteur par département si possible. Ça ne veut pas dire que les porteurs doivent couvrir tous les départements parce qu'on a déjà eu des questions. Est-ce qu'une CPTS peut déposer, mais il ne va pas couvrir tous les départements. Les plus importants, c'est qu'il y a une coordination départementale et si possible, un opérateur, un minimum par département. Et après, comme M. Véron vous l'a expliqué tout à l'heure, il faut que les projets soient inscrits dans un projet déjà existant, c'est-à-dire votre projet d'établissement ou des structures, les actions de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie et bien sûr dans les projets régionaux de santé des Bourgogne-Franche-Comté. Les restes, je vous laisserai découvrir et si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. En fait, l'idée, c'est que le projet soit déposé par un ensemble de structures qui répondent ensemble, avec une logique d'articulation entre les structures en fonction du qui fait quoi. Alors, on n'est pas obligé de couvrir l'ensemble du département, bien évidemment. L'idée est de voir un peu que dans vos projets, vous puissiez estimer le nombre de personnes que ça pourrait concerner, le lien évidemment avec la CPTS. Ça, c'est indispensable, même si la CPTS, elle est plus sur la coordination des professionnels, elle est pas sur le case management, en tout cas à notre sens, hein, c'est pas sa mission. La gestion de ces situations individuelles. En revanche, l'articulation par rapport aux professionnels du premier recours du territoire est évidemment indispensable. Comme ça a été évoqué, c'est pas un projet. Enfin voilà, forcément, le médecin traitant des patients doit être informé. Et l'idée que le territoire se lance dans une telle expérimentation est importante à partager avec l'ensemble des professionnels de la ville, du territoire. Je crois qu'il y a pas mal de questions. Oui, il y a des questions. On n'a pas des indications de si ces structures hors de votre région peuvent, oui ou non, participer. J'ai pas suivi. Si d'autres ces structures hors Bourgogne-Franche-Comté peuvent déposer un dossier. L'objectif, c'est quand même que l'expérimentation concerne des patients de la région. Donc, si l'entité juridique est hors région, mais que ça concerne des patients de la région, oui. Par contre, des patients hors région, non. Une demande peut-elle être commune entre différents acteurs des soins, SAD et MSP? Oui, c'est l'idée. Ça peut être SIAD MSP, ça peut être SIAD DAC, ça peut être, enfin, différentes combinaisons possibles. On est vraiment preneur des organisations qui vous paraissent pertinentes et à construire. Ces dispositifs prennent tous son sens en SIAD pour favoriser le maintien à domicile. Seulement les publics visés, essentiellement JIR 3 et 4, et en contradiction avec les CEPOM, socle des SIAD qui visent 80% des JIR 1 et 2. Qu'en pensez-vous? Alors, déjà sur le girage, peut-être Jacques-Henri. Oui, donc nous, on a une contre-indication pour les GIR 1. Donc là, c'est sûr que c'est quelqu'un de confiné toute la journée, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, on a fait une étude comparative, là encore, en SIAD, entre présage et pas présage. Et on a montré que même pour un SIAD, en effet, l'utilisation de présage, grâce à la régularité du suivi, le déclenchement d'alertes préventives, etc., permettait d'avoir un effet sur les indicateurs d'hospitalisation, par exemple.
Donc oui, aujourd'hui, on a une quinzaine de SIAD qui utilisent Présage. En revanche, si dans votre CEPOM, le SIAD est dédié à la gestion de GIR 1 et 2, c'est pas pareil que si, quand vous regardez votre case mix, vous avez quand même des 2, mais surtout des 3 et des 4. Donc voilà, c'est par rapport à ça qu'à mon avis, le choix doit être fait. Et là, ça dépend des CEPOM et des structures, je ne sais pas. Donc, on est plutôt sur 2, 3, 4. Nous, Présage, c'est 3, 4, 5 l'indication médicale. Et ensuite, il y a pas mal de 2 aujourd'hui, parce que quand on déploie dans un SIAD, il y a aussi des personnes qui ont moins de 75 ans, parce qu'elles peuvent être PHV, par exemple, ou un peu en avant de cela, et pour lequel les structures déploient quand même Présage et ça fonctionne bien. Donc, ça ne fait pas partie de l'indication médicale, mais on constate que ça marche bien. Là, la question, il y a une double question pour moi. Il y a le rôle du SIAD dans la structuration du projet, et il est tout à fait possible que le SIAD, avec son infirmière de coordination, puisse jouer un rôle de coordination vis-à-vis d'autres acteurs qui ne sont pas des bénéficiaires du SIAD. Hein, donc, par exemple, un SAD dans le cas d'un service autonomie ou bien d'autres organisations. Donc, ça, c'est possible, il y a aucune difficulté. Et après, la question posée, c'est si on est sur des bénéficiaires pardon, du SIAD, alors il faut quand même qu'il y ait une ventilation pour avoir les 3 4 dont on parle, où ça fait le plus de sens. 200 personnes non négociables, les SAD des CCAS, c'est environ 150, 170 personnes. Alors, oui, non, on peut être sur une logique à 150 personnes. En tout cas, nous, dans l'idée, c'est que en fonction du nombre de patients par projet et en fonction un peu de la qualité des projets, voilà, on se donne, minimum, on veut au moins 200 personnes, hein, en dessous, voilà, et on pourrait aller jusqu'à 800 personnes en fonction d'un peu de la qualité des projets qui sont proposés. Par rapport au retour d'autres régions, pour une centaine de patients suivis par l'application, quel est le temps infirmier nécessaire en ETP? Alors, le temps de traitement d'une alerte, c'est-à-dire l'investigation réalisée jusqu'au retour du médecin traitant, puisqu'on intègre la messagerie de santé sécurisée qui permet de partager par ce biais-là de manière assez simple les informations, c'est une vingtaine de minutes, le temps moyen. Avec les taux d'alerte, etc., qu'on a, on est entre 1 et 2 minutes moyen par semaine et par bénéficiaire. Donc, si vous avez une centaine de bénéficiaires qui sont suivis, ou prenons 200 pour faire simple, vous avez 2 minutes fois 200, c'est-à-dire 400 minutes. Donc, vous savez que l'ensemble de la patientèle va être suivi en moins d'une journée dans la semaine. Pour répondre à une autre question sur la rémunération, cette rémunération sur la gestion de l'alerte, hein, j'entends, elle est prévue à l'appel à manifestation d'intérêt par subsidiarité. C'est-à-dire soit il y a déjà l'acteur de coordination qui est rémunéré dans le cas d'un dispositif, et auquel cas il n'y aura pas de rémunération supplémentaire, soit il ne l'est pas, et auquel cas il y a une rémunération qui est indiquée. Justement, ça a fait la transition avec mon petit diapo. Du coup, c'est ce qui est prévu dans l'appel à manifestation d'intérêt, c'est une rémunération forfait coordination et la gestion des alertes complémentairement. Du coup, pour les forfaits coordination, c'est 26 000 euros par territoire des 200 personnes qui va financer les ressources humaines, c'est-à-dire la coordination, la communication, le pilotage, les dépenses des prestations qui ça engendre et des charges de fonctionnement et des logistiques. Par contre, les frais d'acquisition des matériels et des logiciels ne sont pas éligibles pour l'AMI. Plus la gestion des alertes que, comme vous le voyez dans les tableaux, c'est essentiellement prévu 7 000 euros en cours à financer aux structures locales comme les CPT, CMSP, SIAD, SPASAD en fonction de taux d'alerte. Et les autres, c'est des fonctionnements du droit commun. Pour être clair, toute la partie numérique est prise en charge directement au niveau du grade. Est-ce qu'il y a un lien, une passerelle avec la plateforme de coordination ITIX? Alors,
aujourd'hui, non. En tout cas, il n'y a pas d'interopérabilité réalisée à ce stade. Comme vous le savez, les questions d'interopérabilité entre les outils, c'est compliqué et ça coûte cher. Donc, d'abord, on expérimente et évidemment, après, on voit si on généralise la pertinence tout à fait probable, évidemment, de la connexion avec d'autres outils et en particulier ITX. Il n'y a donc pas de financement fléché sur les temps de gestion de projet. Vous avez le premier bloc des 26 000 euros. Je ne sais pas ce qu'on entend par gestion de projet, mais... Tout à fait. Pour moi, c'est les 26 000, c'est les temps de coordination. C'est ça, on est bien d'accord. Ouais. Les services compétents, gériatres, médecins polyvalents, MPU, des établissements hospitaliers déjà engagés d'un pressage ont-ils joué les jeux d'un accueil facilité en cas d'hospitalisation opportune dictée par la réflexion prédictive des DMN du dispositif? Là, ça va dépendre évidemment de leur rôle dans le projet. C'est pour ça que Cédric a insisté sur le collectif de la réponse. On a aujourd'hui même des filières gériatriques qui portent des projets présage, qui sont ensuite travaillés avec les CPTS, les MSP, les DAC, etc. Donc, lorsque ils sont partie prenante du projet, ça se passe très bien. Lorsqu'ils découvrent le projet au dernier moment, évidemment, nous, on fait un travail d'explication, d'information, et ils sont toujours, en tout cas, dans toutes les expériences qu'on a eues, ils sont toujours bienveillants, parce que c'est un projet très intéressant pour eux dans le cadre des objectifs, que ce soit la mesure 5 du service de la refondation du pacte de refondation des urgences, ou des différents financements qu'ils ont dans le cadre de la filière gériatrique et du lien ville-hôpital. Je continue. Alors, comment pouvons-nous intervenir en tant qu'EHPAD? Oui, vas-y. Alors, comme évoqué, j'ai vu passer que pour certains, ça n'aurait peut-être pas d'intérêt. Pour d'autres, ça peut en avoir. On n'est pas fermé à un projet EHPAD dont Jacques-Henri a évoqué le fait que d'un point de vue théorique, ça semblait être intéressant. Il se trouve que d'un point de vue pratique, pour l'instant, il n'y a pas eu de preuve de concept qui a réellement fonctionné. Bon, rien ne dit qu'on ne peut pas avoir une preuve de concept sur notre région. Après, il y a les questions d'hébergement temporaire qui peuvent éventuellement également, c'est-à-dire l'EHPAD n'étant pas celui qui... Ça ne concerne pas forcément ses résidents permanents, mais peut-être ça peut être un acteur du consortium, entre guillemets. Pouvez-vous préciser dans la diapo, la structure a déjà infirmière qui gère les alertes? Forfait coordination AMI. Alors, je n'ai pas compris. La structure a déjà une infirmière qui gère les alertes. Peut-être je réponds et puis vous pourrez compléter. Si vous avez une structure qui a déjà un forfait de coordination pour gérer les alertes, c'est parfois le cas dans certaines organisations avec des maisons de santé qui peuvent avoir des financements pour ça, ou bien des CPTS dans certains cas, mais là, M. Duboudin a exprimé que dans la région, ce n'était pas forcément le cas, mais nous, on fait face à un grand polymorphisme d'organisation. Voilà. Donc, si vous avez déjà ça, l'autre exemple facile assez simple, c'est un SIAD.
qui a déjà une infirmière de coordination et pour lequel vous désiriez proposer donc d'étendre les fonctionnalités, mais en gardant la même ressource. Dans ce cadre-là, évidemment, c'est déjà financé et donc il n'y aurait pas de financement additionnel pour cette personne. Un éducateur APA en neuropsychologue, par exemple, qui suit une personne âgée dans son atelier hebdo, peut-il remplir Présage? Il n'y a pas de problématique particulière au remplissage de Présage, à part avoir réalisé la formation et savoir lire le français. Nous, on communique sur le niveau bac, c'est plus simple. Mais donc, tous les professionnels qui satisfont à cette exigence peuvent renseigner Présage, il n'y a pas de difficulté. Moi, j'ai envie de dire que l'éducateur APA doit être à part entière dans les projets, dans les complémentarités des missions. Il doit être identifié en amont pour qu'il puisse bénéficier de cette formation. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il peut renseigner l'application Présage, ça peut être un acteur dans les dispositifs de prévention qui vont être déclenchés en fonction de l'état et de l'évolution des différents bénéficiaires, de son patient, mais également d'autres. Et donc, à ce titre-là, doit pouvoir être intégré. J'ai parlé tout à l'heure assez brièvement du plan de prévention qui est proposé, qu'on va pouvoir paramétrer en fonction de l'offre de prévention et des différents acteurs du territoire. Je vous propose de vous montrer les modalités des candidatures, mais ça va aller vite parce que vous devez candidater par démarche simplifiée. Merci, Monsieur Roche, pour la précision. En effet, je comprends mieux là. D'accord, ok. Oui, c'est les sigles qui ont gêné. Alors, la candidature, vous devez déposer vos projets par démarche simplifiée. Sur démarche simplifiée, vous allez avoir un espace dédié à la messagerie instantanée où on va pouvoir répondre à vos questions au fil de l'eau. Vous devez joindre au dossier des candidatures avec le budget, les dossiers de candidature, et il est disponible sur les sites de l'ARS, sur le site internet de l'ARS. Là, c'est juste, je vous ai mis les liens, vous pouvez cliquer, aller directement. Et là, c'est pareil, c'est juste pour aller directement. Et vous savez ici les calendriers, vous savez jusqu'au 22 novembre pour déposer vos candidatures sur les sites. Et nous, on va analyser les dossiers, l'instruction des dossiers se fera la semaine du 25 ou la première semaine de décembre pour vous faire un retour rapidement. Sachez qu'en tout cas, du moment où vous déposez votre candidature, à la suite de la validation de votre projet, vous pouvez continuer à travailler votre projet et il y aura un plan d'action finalisé qui doit être rendu 2 mois après la notification des dépôts de dossier. Du coup, on est consciente que les délais sont courts, mais on veut simplement vous inciter à participer, à mettre en avant tout le travail de coordination que vous faites déjà aujourd'hui autour de la personne âgée. Voilà. Je vois encore quelques questions. Alors, compléter un dispositif existant, oui. Budget dédié au plan de prévention, on va s'inscrire dans les budgets, dans les plans de prévention déjà existants. Alors, qui crée la cohorte? C'est effectivement la structure avec ses partenaires, mais en premier lieu, celle, à mon avis, qui est en premier contact avec les patients, donc au niveau effection, et évidemment avec les critères qui ont été évoqués. Évidemment, on n'aura pas forcément l'accord de tous les médecins traitants immédiatement. Enfin voilà, donc là, on part sur une hypothèse où
on a plutôt un accord de principe. Et puis, évidemment, en fonction des dossiers, on ira pour avoir les accords des médecins traitants, des familles, etc. On ne peut évidemment pas avoir tous ces accords avant d'avoir commencé, ça n'a pas de sens. Alors, s'il y a des questions, je pense qu'on peut faire en sorte s'il y a quelques... je ne sais pas, Annabelle, est-ce qu'on ouvre une fac qui permettrait à tout le monde éventuellement de poser des questions dans les 3 semaines qui viennent et que les Oui, oui. réponses bénéficient à tous, en fait, hein, c'est ça le Oui, oui. truc. Oui, c'est ça. OK, parfait. Comme ça a été évoqué, on n'attend pas un dossier tout finalisé dans tous les détails, hein. On attend un dossier un peu sur les principes, qui est autour de la table, et voilà, qu'on ait une idée des acteurs qui s'enclenchent dans la démarche, qui veulent travailler ensemble, qui est dans l'effection, qui est dans la supervision, qui est dans la coordination, euh, le lien avec le DAC, avec la CPTS, le nombre de patients que ça concerne, comment vous voyez un macro-budget. Et ça, bah voilà, c'est pas besoin de faire 150 pages, hein. Et après, évidemment, après, il faut affiner et être dans une étape où, effectivement, le plan plus concret, opérationnel, plus précis arrive dans une deuxième étape. L'idée n'est pas que chacun constitue des énormes dossiers qui prennent beaucoup de temps. On est plutôt sur un premier dossier qui est un dossier sur les grandes lignes, les grands principes, les articulations, et puis l'affinage très opérationnel arrive dans un deuxième temps. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on s'arrête là. Annabelle, tu enverras à tous les liens pour un FAQ, et donc ça permettra aux uns et aux autres de continuer à poser des questions. Pas de souci. Attendez, il y a une question qui revient plusieurs fois. Et si on n'était pas infirmière, par exemple, à 65% dans le cadre Oui, du mais j'ai cercle répondu. Ah, ben Oui, d'accord. j'ai répondu le fait que ça peut venir compléter évidemment un existant. Voilà. Bon, bah, merci. Je prends note. Je vous enverrai à tous les diaporamas, plus ça t'ira sur les sites internet, ça va être plus simple. Voilà. C'est l'ARS. OK. Merci. Merci à tous. Merci Très belle à fin de tous. semaine et au plaisir de lire les différents beaux projets. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.